Nous sommes par ailleurs dans un contexte où les populations souffrent du réchauffement climatique. Nous sommes aujourd'hui dans une salle climatisée, mais au moment où nous parlons, il y a des élèves qui, dans les classes, travaillent dans des conditions qui sont extrêmement éprouvantes pour eux. Il y a des personnes âgées dans des habitats qui sont de véritables passoires thermiques qui souffrent de la chaleur et qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont exposées à un risque de mortalité plus important qu'à l'accoutumée. Les populations les plus vulnérables, les plus pauvres, sont celles qui sont le plus atteintes et le plus concernées par le réchauffement climatique. Et puis enfin, il y a des enjeux économiques extrêmement importants qui renvoient à notre compétitivité dans un contexte où la globalisation de l'économie, la concurrence entre les économies expose les entreprises qui n'ont pas accès à une source d'approvisionnement énergétique à un prix qui soit conforme aux exigences de compétitivité, qui soit décarboné, souffrent dans la globalisation. Donc l'enjeu auquel nous sommes confrontés, il est triple. Comment est-ce que nous faisons pour atteindre les objectifs d'une énergie totalement décarbonée, c'est-à-dire comment sortons-nous de notre dépendance aux énergies fossiles. Deuxièmement, comment crée-t-on les conditions pour ce que nous faisons, que notre action en matière de décarbonation permette d'augmenter significativement les chances de nos entreprises d'être compétitives. Et enfin, troisième point, comment fait-on pour que les efforts que nous accomplissons permettent de régler le problème de pouvoir d'achat des populations qui sont confrontées à une augmentation du prix de l'énergie dans un contexte global de raréfaction de l'accès à l'énergie. Pour atteindre cet objectif, il y a un objectif qui surplombe tous les autres, qui est celui de la souveraineté. Pour atteindre l'objectif de souveraineté, il faut bien entendu que nous diminuions notre dépendance aux énergies dont nous ne disposons pas, et notamment les énergies fossiles. La facture énergétique, ça a été rappelé par Raphaël Glucksmann à juste titre, est de 69 milliards d'euros. C'est absolument considérable. Ça grève notre commerce extérieur, ça contribue à l'alourdissement de nos dettes et de nos déficits. Par conséquent, c'est un objectif budgétaire, c'est un objectif de souveraineté, c'est un objectif économique que celui qui consiste à nous débarrasser de cette dépendance aux énergies fossiles. Nous devons le faire également en étant en situation de souveraineté pour ce qui concerne les convertisseurs d'énergie, mais aussi pour ce qui concerne l'accès à un certain nombre de matériaux, de matières premières qui sont indispensables à notre indépendance énergétique. Je pense par exemple aux terres rares, au lithium, indispensable à la fabrication d'un certain nombre d'éléments des convertisseurs, notamment les séparateurs de batteries. On développe des gigafactories en France. Si nous n'avons pas l'accès à ces matières premières, nous ne sommes pas en situation de garantir notre autonomie stratégique pour la réalisation de ces convertisseurs qui sont absolument stratégiques si on veut réaliser l'électrification de la mobilité. Voilà quel est le contexte global. Alors comment fait-on pour parvenir à cet objectif de sobriété, d'indépendance, de souveraineté et d'efforts faits pour le pouvoir d'achat des populations les plus en difficulté? Premier point, l'effort de sobriété, il dépend de notre capacité à faire en sorte que la consommation d'énergie diminue sensiblement, et notamment la consommation d'énergie fossile. Il faut avoir une idée de ce que sont les grandeurs dont on parle. La consommation globale d'énergie en France, c'est 1500 TWh. Sur ces 1500 TWh, vous avez 900 000 TWh qui concernent la consommation d'énergie fossile. L'objectif, c'est donc de faire en sorte que ces 900 000 TWh diminuent significativement et qu'ils diminuent par un effort de sobriété énergétique, d'abord sur l'habitat collectif, sur l'habitat individuel, sur les transports. Sur les 900 TWh de consommation d'énergie fossile, nous en avons 500 pour les transports. Donc maîtriser la consommation énergétique dans les transports, faire que la sobriété dans la consommation d'énergie concerne les transports, c'est la meilleure manière d'atteindre l'objectif de décélération. Et enfin, il faut que nous ayons une maîtrise des convertisseurs, de l'efficacité énergétique des convertisseurs, ce qui est un sujet dont on parle trop peu, mais qui est fondamental, surtout lorsque l'on veut développer les énergies renouvelables. Toute question que nous nous posons sur la sobriété énergétique doit être adossée à une réflexion approfondie technique, une évaluation précise de ce qu'est l'efficacité énergétique des convertisseurs, sinon tous les objectifs que nous poursuivons en matière de développement des énergies renouvelables ne seront pas atteints.
La question qui nous est posée dans le document qui a été préparé par Terra Nova, c'est de savoir si les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, compte tenu de la manière dont ils sont rédigés, permettront d'atteindre ces objectifs de sobriété énergétique. Que dit la programmation pluriannuelle de l'énergie? Elle dit que nous devons passer de 1500 TWh à 1100 TWh à l'horizon 2035, ce qui semble, compte tenu de tous les rapports élaborés par les institutions spécialisées françaises et notamment RTE, hors de portée. Et donc moi je serais assez favorable à ce que nous prenions très rapidement une programmation pluriannuelle de l'énergie 4 dès le début du prochain quinquennat, de manière à remettre en perspective les objectifs, les moyens, les financements et la planification, pour ne pas vivre avec des dispositions législatives qui fixent des buts que nous ne sommes pas susceptibles d'atteindre. Donc, premier élément sur la sobriété énergétique, remettre en perspective, dans le cadre d'une politique très volontariste, la PPE 3 en prenant l'initiative d'une nouvelle loi. Deuxième élément, il faut électrifier les usages. Alors, l'électrification des usages, tout le monde est d'accord, mais dès lors qu'on veut atteindre le but, il faut rentrer dans le détail des choses. Nous avons une consommation, ça peut paraître étrange, mais nous avons une consommation d'énergie électrique décarbonée qui n'a cessé de baisser depuis quelques années. La consommation d'énergie électrique décarbonée depuis 2017 a diminué de 37 TWh, ce qui est absolument considérable. 37 TWh de diminution de cette production qui est étale depuis maintenant 2 ans. C'est la démonstration de la difficulté d'électrifier la consommation dans un contexte où toutes les politiques publiques, notamment celles portées par la PPE 3, tendent à favoriser la consommation d'électricité décarbonée. Alors comment fait-on pour encourager la consommation d'électricité décarbonée? Il y a 3 domaines dans lesquels nous devons atteindre cet objectif. Le premier domaine, c'est celui du logement, le deuxième domaine, c'est celui du transport, le troisième domaine, c'est celui de l'industrie. Pour ce qui concerne le logement, vous avez fait des propositions. Essayez de faire en sorte qu'en zone périurbaine et en zone rurale, on puisse s'attaquer au logement collectif en copropriété, au logement individuel, par des plans massifs de rénovation de l'habitat. J'y suis bien entendu très favorable et je souscris à cette proposition de Terra Nova. Vous avez également souhaité qu'en milieu urbain, on poursuive les efforts qui ont été faits, là aussi, sur la copropriété collective et sur le logement social, pour la part très résiduelle qui reste à opérer, les investissements dans ce domaine ayant été significatifs. Je suis également très favorable à cette proposition. Puis il y a une troisième proposition qui est également reprise par la France Insoumise, qui est une proposition qui consiste à interdire la mise sur le marché des passoires thermiques actuellement louées. Bien entendu, je partage l'objectif d'éradiquer ces passoires thermiques. J'appelle simplement l'attention de votre think tank et de tous ceux qui sont ici sur le fait qu'il y a 5,4 millions de logements qui sont considérés comme passoires thermiques, ce qui représente à peu près 14% du parc global de logement, et que l'éradication totale et tout de suite de ces passoires thermiques dans un contexte où nous avons besoin de créer 2 à 3 millions de logements poserait un problème de politique du logement considérable qui pourrait avoir des effets de rupture sociale absolument colossales. Donc je suis d'accord sur le fait qu'il faut traiter cela, mais réservé sur le fait qu'il faille le traiter dans des conditions aussi abruptes pour éviter un trauma social à la société. Il y a ensuite un deuxième sujet qui est évoqué et qui est absolument nécessaire pour atteindre les objectifs de décarbonation, c'est le développement des énergies renouvelables non électriques, c'est-à-dire biomasse, géothermie, forêt, etc. C'est une ressource dont il est difficile d'évaluer l'impact et l'importance pour plusieurs raisons que vous avez tous à l'esprit. D'abord, une grande partie de ce qui relève des biocarburants de nouvelle génération n'est pas encore tout à fait maîtrisée technologiquement. Deuxièmement, les biocarburants conduisent à un conflit dans l'usage des sols entre l'alimentation, l'agriculture tournée vers l'alimentation et l'agriculture tournée vers l'énergie. C'est un sujet qui n'est pas facile à traiter. Beaucoup des sujets concernant la forêt posent le problème du rôle de la forêt dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a donc toute une série d'expertises techniques à conduire pour pouvoir utiliser cela de façon pertinente. Et donc, pour ce qui concerne les énergies renouvelables non électriques, je suis bien entendu très favorable à ce qu'on s'oriente dans le développement de cette stratégie, mais au terme d'expertises extraordinairement poussées, tenant compte des études réalisées par l'INRA, par France Stratégie et par l'Académie des sciences, qui ont dit pour chacune
des sources d'approvisionnement énergétique résultant des énergies renouvelables non électriques, c'est-à-dire biomasse, géothermie et autres biocarburants, qu'on puisse évaluer les choses de façon précise. Troisième élément, c'est la politique sur le nucléaire et le renouvelable, et je terminerai par cela avant de dire quelques mots sur l'Europe. J'ai entendu tout à l'heure les propos qui ont été tenus par Raphaël Glucksmann sur la nécessité d'un équilibre entre le renouvelable et le nucléaire dans un contexte où le nucléaire aurait de l'avance par rapport au renouvelable. Je me permettrai d'être un tout petit peu plus nuancé que Raphaël ne l'a été sur ce sujet pour des raisons techniques sur lesquelles je veux revenir. D'abord, il n'y a pas de possibilité d'un bon mix énergétique qui garantisse un prix de l'énergie qui soit compatible avec compétitivité, souveraineté et pouvoir d'achat si nous n'arrivons pas à ajuster la consommation à la production. Or, nous sommes aujourd'hui, et c'est paradoxal, dans une situation de surproduction d'électricité d'à peu près 90 TWh, ce qui n'est pas neutre. Et donc, si nous voulons sortir de cela, il faut bien entendu encourager la consommation d'électricité sur le logement, sur l'industrie. Je le disais tout à l'heure sur la mobilité. Et sur la mobilité, un certain nombre d'idées ont été développées. Je ne reviens pas sur le leasing social. Je ne reviens pas sur la proposition faite par Terra Nova de demander à la Caisse des dépôts et consignations d'aider les entreprises à renouveler leur parc automobile. Je pense qu'il serait hautement souhaitable qu'on ait une incitation fiscale au renouvellement du parc automobile des grandes sociétés. Pourquoi ? Parce que l'utilisation des véhicules et des véhicules électriques dans les sociétés est de courte durée et nous parviendrions ici à créer un marché de l'occasion du véhicule électrique qui est absolument indispensable pour l'accessibilité des plus modestes des Français aux véhicules électriques dans un contexte où toutes les questions de financement, de leasing, de tickets modérateurs, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, sont absolument stratégiques. Sur le nucléaire, nous avons trois choses à faire. La première chose à faire, c'est de faire le PR2. Pour avoir été longtemps député maire de Cherbourg, je me souviens que lorsque je proposais que l'on créât un EPR à Cherbourg, j'ai été immédiatement qualifié par toute une série de mes amis politiques comme le nucléocrate de service, celui qui n'avait pas compris l'évolution du monde, etc. Aujourd'hui, je vois que ceux qui étaient les plus critiques sur ce sujet, pas tous, proposent que nous engagions la création de 6 EPR2. Dans le même temps, ceux qui dominent la gauche aujourd'hui, je veux parler de LFI, proposent une bifurcation énergétique qui nous conduirait à sortir totalement du nucléaire. Bon, il faut faire ces 6 EPR2. Il faut travailler sur l'aval du cycle, c'est-à-dire que nous devons travailler sur tout ce qui est en aval de la production d'énergie nucléaire pour réduire le volume des déchets, puisque la question fondamentale qui se pose au nucléaire est celle du volume des déchets produits par les centrales. Le retraitement et la filière MOX permettent cela. Mais nous avons désormais un problème qui n'existait pas nécessairement avec autant d'acuité au cours des dernières années, qui est celui de l'accès à l'uranium. Nous avons de faibles réserves en uranium, nous avons de fortes réserves en uranium appauvri. Donc si nous nous en tenons à des réacteurs qui fonctionnent à partir d'uranium, nous aurons très vite une impasse de souveraineté. Il nous faut donc utiliser des réacteurs qui fonctionnent à l'uranium appauvri. C'est la raison pour laquelle nous devons impérativement développer les réacteurs à neutrons rapides. Et si nous ne développons pas ces réacteurs à neutrons rapides, nous ne pourrons pas alimenter les centrales nucléaires avec un uranium dont nous disposons. C'est donc absolument stratégique. Je dis cela pourquoi ? Parce que le réacteur à neutrons rapides, ça suppose de la recherche. Or, nous avons été Phénix, nous avons été Super Phénix, nous avons été dans les atermoiements concernant Astrid. Or, ce sont ces surgénérateurs qui permettaient de maîtriser la technologie des réacteurs à neutrons rapides. Il faut donc s'engager dans cette voie-là, et ces investissements-là n'ont pas été faits. Donc, nous avons un retard sur les énergies renouvelables, c'est vrai, mais nous avons aussi un retard sur le nucléaire. Ce retard sur le nucléaire et les énergies renouvelables, nous devons le combler simultanément dans le cadre d'un mix énergétique qui suppose que deux conditions soient réunies. Consommation, production ajustée, je n'y reviens pas, mais modulable, non modulable, équilibré. C'est-à-dire que si les investissements que nous faisons sur le renouvelable sont à ce point peu évalués économiquement, que nous sommes obligés, pour amortir les investissements faits dans le renouvelable, d'interrompre le fonctionnement des réacteurs nucléaires comme cela se produit aujourd'hui, nous aurons énormément de fragilisation des réseaux d'acheminement d'électricité, nous aurons un dispositif déséquilibré, un prix de l'énergie à la sortie
des unités de production qui sera dégradée et des problèmes de pouvoir d'achat pour les salariés. C'est donc tout cela qu'il faut traiter simultanément dans un contexte économique, social, géopolitique, qui est ce que je viens de rappeler, dans un contexte d'innovation technologique qui fait que nous avons l'énergie comme enjeu, mais nous avons aussi l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle sans énergie pour faire fonctionner les data centers et les supercalculateurs nous met en situation de décrochage industriel et économique. Il faut donc avoir cette vision de recul et globale pour traiter convenablement de ces sujets. J'ajoute 2 choses pour terminer. Tout cela ne marche pas sans une stratégie européenne globale. Il en a été esquissé quelques-uns des instruments tout à l'heure, mais le rapport Draghi a très bien montré qu'en matière d'énergie et d'autonomie énergétique, en matière d'intelligence artificielle, nous ne pouvions rien faire si nous n'étions pas capables de mobiliser une capacité d'investissement évaluée par Draghi à 800 milliards d'euros par an, ce qui suppose une capacité d'emprunt européen mutualisé qui, pour l'instant, n'est pas acceptée par les pays dits frugaux pour des raisons qui tiennent au niveau de nos dettes et de nos déficits, et ça suppose la mise en place d'instruments européens mutualisés permettant d'assurer la soutenabilité sociale de ces évolutions énergétiques. On en a parlé tout à l'heure. Enfin, ça suppose l'attachement au marché européen de l'électricité. Je vois que certaines formations politiques de gauche veulent sortir du marché européen de l'électricité. Je pense que notre intérêt national, y compris pour les plus modestes des Français, c'est de faire en sorte que nous ayons un prix de l'électricité stable et garanti, si possible bas. Les contrats de différence et les contrats à long terme permettent d'atteindre ces objectifs. Ces contrats ne sont pas compatibles avec la sortie des instruments de l'Union européenne et par conséquent, pour la raison que je viens d'indiquer, sortir du marché de l'électricité, c'est fragiliser les conditions d'approvisionnement en énergie de tous les acteurs qui ont besoin d'énergie, et notamment des entreprises les plus fragiles et des Français les plus modestes. Donc c'est séduisant, ça sonne bien à l'oreille, mais en termes de conséquences très concrètes, c'est absolument désastreux. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots pour réagir aux propos que vous avez tenus dans vos documents, qui sont encore une fois très intéressants, de bonne qualité, et pour essayer d'apporter des réponses les plus précises possibles aux propositions que vous avez eu la gentillesse d'avancer. Merci. Sur le nucléaire dont vous avez parlé des réacteurs à neutrons rapides, ils sont soutenus par l'État, notamment à travers un programme d'investissement de soutien aux startups. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'il faut que ce soit beaucoup plus étatisé ou centralisé? Je pense qu'il faut les deux. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que les gouvernements successifs, quelle que soit leur sensibilité politique, n'ont pas pris la mesure de l'impact que pouvait avoir la recherche sur la surgénération, sur l'avenir du nucléaire. Nous avons supprimé Superphénix entre 1997 et 2002. L'actuel président de la République a atermoyé sur Astrid, avant que de revenir dans le cadre des décisions qui étaient prises dans le Conseil nucléaire stratégique de 2026 sur ces sujets. Mais nous avons mis la France en situation de retard, sans que cela pour autant prive l'État de la possibilité de jouer son rôle planificateur, puisque les chercheurs du CEA et des centres de recherche français demeurent en situation de projeter des politiques en la matière, et l'État garde toujours sa capacité de planification. Je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit par Raphaël tout à l'heure, sur le fait qu'il faut une planification de la politique énergétique française. C'est absolument indispensable. Et nous ne ferons pas l'indépendance énergétique, la souveraineté énergétique, si nous ne prenons pas des mesures comparables à celles qui ont pu être prises au début de la Ve République, lorsqu'il s'est agi, sur le nucléaire militaire et civil, de prendre des dispositions qui devaient être prises pour assurer notre indépendance nationale. Et donc, nous avons besoin d'outils de planification. Mais ces outils de planification ne doivent pas consister à réinventer l'Union soviétique avant la perestroïka. Il faut bien entendu que les acteurs privés aient la possibilité d'agir, de jouer leur rôle. Et il y a sur l'intelligence artificielle comme sur l'énergie, sur le nucléaire comme sur le renouvelable, où il y a des enjeux considérables, des acteurs privés qui doivent être accompagnés à la fois par la puissance publique, par des fonds de capital risque, par l'Union européenne lorsqu'il s'agit de secteurs stratégiques innovants qui assureront la souveraineté énergétique de l'Europe,
Tout cela doit être fait simultanément dans le cadre d'une politique globale où l'État, les régions qui ont un rôle majeur en matière économique et les grandes métropoles peuvent accompagner un mouvement et même proposer des politiques publiques contractualisées avec l'État et les acteurs privés qui doivent pouvoir jouer leur rôle, bien entendu, en la matière. Sur, si j'ai tout compris, vous, tant qu'on J'espère. mais tant qu'on a une abondance d'électricité, qu'on en a trop, plus qu'on en produit, plus qu'on en consomme, vous pensez que c'est un peu, que c'est pas la priorité de développer les énergies renouvelables pour ajouter à cette électricité Non, je ne dis pas davantage? ça. Non, non, non. Je dis absolument pas ça. Je dis qu'il faut faire un effort simultanément sur les énergies renouvelables et le nucléaire, qu'il n'y a pas de bon mix énergétique qui reposerait sur 100% nucléaire, 100% renouvelable, qu'il faut trouver ce qu'est le bon équilibre, et que le bon équilibre ne peut pas conduire sans expertise, sans étude, sans planification, c'est-à-dire sans une véritable capacité scientifique d'analyse, à définir ce qu'est ce mix énergétique en fonction du rapport qui existe entre le niveau des investissements à consentir, le coût de l'énergie qui résulte de ces investissements au regard des contraintes de compétitivité de pouvoir d'achat, et de ce que sont les investissements déjà consentis pour les infrastructures de production d'électricité les plus importantes, notamment nucléaires, parce que si nous ne faisons pas ce travail-là, nous allons nous retrouver dans une situation où nous allons mettre beaucoup d'argent public sur des sujets qui ne sont pas encore technologiquement tout à fait mûrs. J'ai vu dans le document Terra Nova, mais Thierry peut corriger si ce que je dis n'est pas tout à fait exact au regard de ce que vous avez voulu exprimer. J'ai lu qu'il fallait faire plus sur l'hydrogène vert dans le document. Mais sur l'hydrogène vert dans la programmation 2030, on a mis 9 milliards. C'est pas rien, 9 milliards d'euros. Et ces 9 milliards ont abouti à atteindre 0,1% de l'objectif que la programmation s'était promis d'atteindre. Pourquoi? Parce que la technologie de l'hydrogène vert, ça consiste à fabriquer à partir d'énergie déjà propre une énergie nouvelle qui elle-même est très consommatrice d'énergie avant d'avoir été produite. Et donc c'est technologiquement très contraignant, ce qui n'est pas le cas de l'hydrogène gris. Mais l'hydrogène gris, il est beaucoup moins favorable à la lutte contre le réchauffement climatique que n'est l'hydrogène vert. Mais il faut regarder, compte tenu de ce qu'est la contrainte budgétaire qui pèse sur la France, la compatibilité qu'il y a entre les moyens budgétaires qu'on mobilise en vue d'atteindre un objectif et les conditions dans lesquelles l'énergie est utilisée par la suite, son prix, son efficacité, non seulement sur le plan budgétaire, mais sur le plan de la compétitivité du pouvoir d'achat, etc. Sinon, nous aurons un déséquilibre considérable et notre politique énergétique sera une fuite en avant. Donc je ne choisis pas l'un par rapport à l'autre, je dis simplement qu'on ne peut pas transformer le nucléaire en énergie alternative, dont on interrompt le fonctionnement des réacteurs lorsqu'on est obligé de faire fonctionner les énergies renouvelables pour les rendre rentables parce qu'on a eu beaucoup d'argent pour les financer, et que par ailleurs, on ne va pas renoncer aux renouvelables, ce serait une folie, dans un contexte où il y a des filières, où c'est un complément très utile qui peut même être très significatif au nucléaire et qu'il est aussi un élément de notre autonomie et de notre souveraineté énergétique. Mais il faut faire ces études préalablement, on ne les fait pas toujours. Est-ce que vous avez des questions? Oui, merci. Oui, bonjour. Vous parlez des investissements Bonjour concernant madame. Oui, concernant effectivement donc la recherche de nouvelles sources énergétiques, notamment qui exploiteraient la biomasse ou les biotechnologies. Qu'en est-il? Vous parlez beaucoup, là, à travers différents interlocuteurs, des problèmes posés par l'exploitation des cultures, hein, notamment pour les biocarburants, avec ce problème de mise en compétition. Oui, c'est bon? Je ne vous entends pas madame, je suis Ah, désolé. vous m'entendez sinon? Moi, Non. j'entends un petit peu, mais... On entend très mal d'ici. Là, c'est mieux? Oui, oui. Formidable. Ah, d'accord, excusez-moi. Magnifique. Voilà. Donc, vous parlez beaucoup des investissements dans les biotechnologies ou la recherche de nouvelles sources énergétiques qui exploiteraient la biomasse. Vous avez parlé de l'hydrogène vert. Vous avez parlé, à travers plusieurs interlocuteurs, des problèmes posés par l'exploitation des cultures pour la production des biocarburants qui met en compétition justement les terres agricoles ou les ressources alimentaires
tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous apporter des réponses concernant la recherche de carburants de deuxième génération dont j'ai entendu parler, qui cette fois éviterait de mettre en compétition justement la recherche de biocarburants avec la mise, avec les problèmes de ressources alimentaires, notamment par un procédé qui exploiterait la dégradation des copeaux de bois, de paille, qui serait voilà, même les algues, qui permettraient de produire des biocarburants de deuxième génération qui n'entreraient pas en compétition justement avec les ressources alimentaires. Oui, c'est un sujet qui effectivement aujourd'hui est sur le métier et qui peut permettre de régler le problème du conflit d'usage des terres agricoles entre le développement des biocarburants et les nécessités alimentaires. Il y a effectivement, comme vous venez de le signaler, beaucoup de recherches autour du recyclage et de la réutilisation des déchets. Je ne suis pas un spécialiste sur le plan scientifique de ces sujets, mais tout ce que j'ai pu lire sur ces questions témoigne du fait que la maturité technologique et le niveau des recherches relatives à ces biocarburants de deuxième génération n'est pas encore suffisant pour assurer de la pertinence et de la durabilité de ce débouché. Mais c'est effectivement une piste extrêmement sérieuse sur laquelle il est actuellement travaillé et qui permettrait de régler le problème que vous venez d'évoquer. Oui. Vous m'entendez là? Très bien. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Juste une petite question, puisque vous évoquiez tout à l'heure la PPE et l'enjeu de planification et appeliez, en fait ce qu'il est prévu, une révision de la PPE à l'issue de la présidentielle. Ce dont nous parlons, que ce soit du nucléaire ou des ENR, ce sont des infrastructures industrielles plutôt lourdes, avec ce qu'on appelle poliment des temps de développement. Pour le nucléaire, il est quand même très long, puisqu'effectivement le dernier chantier a été entamé en 2003, de mémoire. Et pour les ENR en France, sur l'éolien terrestre, on est à peu près à 8 ans de développement. Sur l'éolien offshore, le dernier parc inauguré il y a 15 jours à l'île Noirmoutier a été entamé en 2011. Et sur le photovoltaïque, on est sur des délais aujourd'hui de 5 à 6 ans en réalité, sur notamment l'agrivoltaïsme. La première PPE durait 2 ans, la deuxième a duré 4 ans, la troisième va durer 1 an. On ne planifie pas comme ça. Enfin, c'est vrai. j'entends l'idée de planification, mais comme on est sur un régime d'autorisation, comme on dépend d'investissements, parfois étrangers, c'est pas un gros mot, comme on fait face à des enjeux de réindustrialisation, comment imaginer qu'on fait une planification? C'est très beau de dire la planification, on sort des cartes, on donne des délais, on assène des chiffres, mais mon projet industriel qui dure 8 ans, il a connu 3 PPE. Comment fait-on? Merci. Ça, c'est une question absolument fondamentale et qui pose le problème du pilotage de l'action publique en matière de politique énergétique, de son efficacité et de la capacité à aborder ces questions de façon globale, en tenant compte non seulement des enjeux qui relèvent de la politique énergétique elle-même, mais de tous les autres enjeux qui sont susceptibles de l'impacter et qui renvoient à des enjeux de souveraineté nationale. Je vais prendre 2 exemples, un que j'ai évoqué rapidement et l'autre dont je n'ai pas du tout parlé. C'est que si nous voulons assurer la sécurité du continent européen dans un contexte géopolitique qui montre la dangerosité du monde, nous devons faire des investissements dans notre politique de défense, dans un contexte où sur la politique de défense se posent des sujets assez comparables à ceux qu'on vient d'évoquer sur la loi de programmation de l'énergie, c'est-à-dire une loi de programmation militaire qui vient de loin, avec beaucoup de programmes engagés il y a longtemps, peu de crédits de paiement, des postes de paiement à effectuer dans un contexte où la guerre en Ukraine, la guerre dans le Golfe a montré que les modalités de conduite de la guerre étaient très différentes de celles qui prévalaient pour les conflits précédents. Et sur l'énergie, dès lors que nous voulons être en situation d'assurer la sécurité et de revoir la loi de programmation militaire, ça aura un impact sur nos choix de politique énergétique, sur la quantité d'énergie à produire, etc., assez considérable. Et ça aura aussi des choix sur notre capacité de financement, puisqu'on ne pourra pas tout financer à la fois, comme cela a été dit tout à l'heure, et j'y souscris. Donc, il faut une approche globale qui tienne compte de ce qui va se passer, par exemple, en matière de défense, en matière d'intelligence artificielle. Et par ailleurs, ce qui me frappe, mais peut-être il y a beaucoup de scientifiques ici qui pourront corriger cela, et s'ils le font, j'en serai très heureux parce que ça m'aura rassuré, c'est que le sentiment que j'ai, c'est que toutes les
capacités d'expertise nationale, CNRS, laboratoire de recherche, CEA, etc., sont très largement sous-exploitées, trop peu mises à contribution dans la définition des objectifs de la politique énergétique, dans la définition des délais de mise en œuvre des grands programmes énergétiques, dans la définition de la méthodologie qui doit présider à la mise en œuvre de certaines actions pour atteindre leur but. Et donc, moi, pour être plus précis que je ne l'ai été tout à l'heure, je ne propose pas qu'on arrête la PPE 3 et qu'on mette en place une PPE 4 le lendemain de l'élection présidentielle. Ce que je propose, c'est qu'on regarde ce qui, dans la PPE 3, n'a pas marché. Et je pense que ce qui n'a pas marché dans la PPE 3, c'est dans tous les cas l'analyse que j'en ai, je peux me tromper. Comme dans le Green Deal, c'est qu'on se fixe des objectifs qui sont politiquement et esthétiquement séduisants, mais dont on sait qu'on ne les atteindra pas, mais dont on espère qu'ils seront mobilisateurs de l'énergie de la société, pour faire à la fin le constat que ça n'a pas marché, mais que la prochaine fois on fera mieux, et que les résultats sont très en deçà de ce que l'on obtient. J'ai pris l'exemple de l'hydrogène, j'ai pris l'exemple de 1500 à 1100 TWh. On sait qu'on n'obtiendra pas ces résultats en 2035 comme prévu par la PPE, mais près de 15 ans plus tard, ce qui sera bien entendu impactant pour l'ensemble de notre politique énergétique. Donc moi, je serais assez favorable à ce qu'on définisse, dans le cadre d'un livre blanc, ce que sont les modalités de la programmation et de la planification, et que la loi n'intervienne qu'au terme des travaux du livre blanc, après que l'ensemble des acteurs de l'expertise se seront mobilisés pour faire en sorte que les défauts que vous venez d'évoquer, et qui sont des décalages, ne soient pas une nouvelle fois constatés. Et si nous voulons planifier, si nous voulons retrouver l'État stratège qui fut capable, il y a de ça une soixantaine d'années, de mobiliser les meilleurs ingénieurs, les meilleurs acteurs industriels pour atteindre des objectifs qui paraissaient inaccessibles, compte tenu de l'affaissement des institutions, compte tenu du niveau de la dette et des déficits à la fin de la 4e République, compte tenu de l'incapacité à décider qui s'expliquait par l'instabilité gouvernementale, toute chose ayant quelque chose à voir avec le contexte auquel nous sommes confrontés serait totalement fortuit. Si nous voulons retrouver cette énergie-là, il faut se redoter des outils de planification mobilisant l'ensemble des acteurs qui permettent d'atteindre le but. Merci. Merci à vous. Merci.